Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une heure de conversation vaut mieux que 50 lettres, écrivait Madame de Sévigné dans Correspondance. Dans ce long format podcast sur Hypesoul, retrouvez, comme son nom l'indique, un moment particulier avec un artiste, une conversation pleine d'anecdotes à l'échelle d'un morceau ou d'une carrière, d'une simple rime ou de pages entières, une discussion pour entrer un peu plus dans l'univers de l'artiste invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Taïro, une référence du reggae dancehall en France. Ensemble, on va revenir sur ses premiers contacts musicaux, sur sa carrière, mais aussi et surtout sur son actualité, à savoir son nouvel EP, Situation, qui est sorti le 30 avril 2021. C'est Youssef sur Hypesoul, bienvenue dans ce 8e épisode, Un moment avec Taïro. Taïro, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Là, les gens ne pourront pas forcément le voir, mais où est-ce qu'on est ? On est au Céréales Bar, 44 rue Quincampoix à Paris. Dans quel arrondissement ? 4e. Parfait. Aujourd'hui, on se retrouve à l'occasion de la sortie de ton projet, de ton EP Situation. Sorti récemment, il y a quelques semaines maintenant. C'est ça, fin avril. Déjà, tu es dans quel état d'esprit à l'heure actuelle ? Je suis détendu, je suis content, c'est dehors. C'était un peu compliqué avec la situation. C'était un projet que je voulais défendre de façon plus dense. J'avais sorti des singles que j'avais clippés les uns après les autres. J'avais imaginé en faire un par mois. Et puis au bout de... C'est un projet, c'est un EP, il y a 5 titres dessus. Et je voulais faire clipper 4 des titres et au 4e sortir le projet. Finalement, ça s'est étendu dans le temps. Parce que j'avais déjà fait 2 clips avant de commencer en amont en fait de tout ça, mais j'ai pas pu clipper les autres avec le même rythme, et donc ça s'est étalé un peu dans le temps sur une année, quoi. Ce projet, il vient dans une discographie qui est déjà bien étoffée. D'ailleurs, on va revenir à l'aube, à la jeunesse de ta carrière finalement. Début de carrière, je crois qu'en seconde, tu te consacres beaucoup plus à la musique. Est-ce que tu peux me parler du déclic réellement que tu as eu ? C'est comme si on prenait un pourcentage. Au début, c'était la musique prend du pourcentage et au bout d'un moment, c'est devenu 50-50. Autant consacré aux études qu'à la musique. Et c'est où que tu as eu le déclic de « je veux faire de la musique » et que ce soit ma vie ? Alors, au départ, effectivement, c'était vraiment un loisir. C'était juste le plaisir de me retrouver dans des studios de répète et de pouvoir entendre ma voix sur des gros systèmes de son, de prendre un micro, de mettre des effets, d'être là avec les potes et de chacun faire son nouveau texte. Donc c'était vraiment juste des sensations en fait. C'était vraiment, j'avais aucun projet de carrière, j'avais même pas, j'avais peut-être l'ambition de faire des sons de système, mais pas beaucoup plus. Ça a duré. Ça a duré, voilà, à partir de 15-16 ans jusqu'à mes... Ouais, en fait, ça a été assez rapide parce que finalement, je me suis vite retrouvé dans des sons de système parce qu'à l'époque aussi, il faut dire un truc, c'est que justement, il n'y avait pas Internet. Donc le seul moyen de te faire connaître, c'était soit de passer à la radio ou à la télé, mais là, c'était très fermé. Forcément, il fallait être produit, il fallait avoir une maison de disques, des gens qui ont des contacts pour t'amener jusque-là et des moyens, ou passer par la scène. Et ce qui était bien avec le reggae à l'époque, c'est qu'il y avait il y avait une communauté et il y avait beaucoup d'événements son de système qui étaient des événements un peu niche, tu vois, de communauté, mais il y en avait très régulièrement, beaucoup. Il y avait beaucoup d'opportunités de prendre le micro et de se faire connaître. Et finalement, moi, c'est comme ça en fait qu'on m'a repéré et qu'on m'a proposé de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire de me retrouver en studio, d'enregistrer vraiment pour des trucs qui allaient sortir, tu vois, qui allaient être commercialisés. Et je pense que le déclic, en fait, j'en ai 2 en fait. C'est-à-dire quand j'avais 13 ans, je me suis retrouvé dans un projet de cinéma qui est un film qui s'appelle Le Jeune Werther. Complètement par hasard, ils sont venus dans le collège où j'étais, à la Grange-Aubel, et puis ils faisaient ce qu'on appelle un casting sauvage, c'est-à-dire qu'ils sont à la recherche de comédiens non professionnels. Et puis je me suis retrouvé au bout de 6 mois de casting avec le premier rôle, donc une énorme exposition, et là je me suis dit, waouh, en fait tout est possible dans la vie. Moi j'avais rien demandé, je me retrouvais là, tu vois. Et un jour j'étais voir un concert à Haute-Poule, à la fête de la jeunesse, un concert de quartier dans le 19e.
Et j'ai vu un groupe qui s'appelle les Rootsnake, qui était le premier groupe de Karine, la chanteuse. Et je les ai vus et j'ai fait waouh, c'est génial, moi aussi j'ai envie de faire ça. Après, mon idée c'était pas de faire carrière, c'était juste voilà, d'être comme eux sur scène, de pouvoir chanter devant des gens, tu vois. Donc il y a eu ce déclic là. Et après, il y a eu le déclic tout simplement d'être repéré par d'autres artistes qui m'ont proposé de faire des projets justement qui étaient enregistrés, commercialisés et parfois avec une visibilité nationale, quoi, comme Taxi 2 par exemple, ou comme Assassin sur Touche d'Espoir, comme Pierre-Paul Jacques avec son projet Plus de cœur égale soleil. Et tout à coup, je me suis retrouvé projeté dans le monde professionnel musical. Et là, je me suis dit, tiens, il y a des opportunités. Et puis aussi à l'époque, le rap n'avait pas encore la place qu'il a aujourd'hui, mais quand même, tu vois, il y avait une effervescence, il y avait un bouillonnement, tu vois, il y avait quelque chose qui se passait. Et les rappeurs chantaient pas, il n'y avait pas l'autotune en fait. Donc à la fois, ils osaient pas trop, parce que chanter, c'était un truc un peu de meuf ou de mec de R&B. Il y avait le reggae, les mecs du reggae, on était un peu respectés parce qu'on avait un discours un peu politisé, militant, tu vois, Social. engagé, social. Donc ils nous appelaient beaucoup pour faire les refrains, tu vois, pour quand ils voulaient que quelqu'un chante, Et qu'ils en fait, assumaient pas. ils assumaient pas, et il n'y avait pas l'autotune pour les aider pour les mélodies, donc ils nous appelaient, et donc en fait je me suis retrouvé de fil en aiguille en fait, tu vois, à être présent sur beaucoup de projets, et tout à coup à prendre une place à laquelle j'avais pas vraiment rêvé, tu vois, mais j'étais là, je voyais que c'était possible. J'avais fait du cinéma, je l'avais pas demandé. Là, je me suis dit, si tu as envie de faire de la musique, tu peux y arriver. Ce côté-là, on en reparlera dans la suite du podcast. Ce côté apporter cette touche de couleur, de musicalité au sein de rappeurs. Je pense que tu sauras de quoi je voudrais te parler. Mais il me semble qu'en 1993, en parlant de prendre ta place, tu prends ta place au sein d'un groupe. Est-ce que c'était plus on crée en groupe, ou est-ce que avant de créer en groupe, tu avais déjà beaucoup créé en solo, tout seul, sans que ça sorte forcément? C'était quoi cette ambiance? Disons que à l'époque, justement, on voyait en fait, c'est l'époque où le rap, il y a eu la déferlante, où c'est arrivé en fait. Et nous, on a vu ce truc arriver avec des gens auxquels on pouvait s'identifier en fait. C'était plus de la variette qui nous correspondait pas trop, où les visages n'étaient pas les nôtres. Là, tout à coup, il y avait ce rap qui arrivait, et tout le monde en fait, tu vois, on a été tous pris par ça. Donc tous mes potes rappaient, on écrivait tous des petits textes, des trucs dans nos coins. T'écoutais quoi à l'époque? À l'époque, ça pouvait être Public Enemy, Run DMC, des Français. Moi, j'aimais les Little MC. C'était ceux qui avaient le plus de musicalité justement. Et en fait, moi, j'avais déjà écouté du reggae. Ma mère avait une platine et elle avait des disques. De Jimi Hendrix, de Bob Marley, Leonard Cohen, de la musique classique. Donc, j'avais entendu cette musicalité, et moi justement je la retrouvais pas dans le rap. Je trouvais un peu monocorde, c'était très scandé à l'époque, tu vois. Et donc moi ça me manquait. Et puis tout le monde était dans le rap, donc moi je m'étais dit, j'avais déjà envie de chanter aussi, donc c'est une manière aussi moi d'être différent, de me démarquer. Mais pour répondre à ta question qui était, rappelle-moi s'il te plaît, j'ai oublié. Est-ce que tu créais déjà Oui, avant voilà. le groupe? Donc, si tu veux, j'écrivais des petits trucs dans mon coin avec des potes, puis on se les chantait, rappait, tu vois, comme ça, quand on était au square ou chez l'un ou chez l'autre, tu vois. Et j'avais pas grand-chose. Je devais avoir 2-3 textes, tu vois. Et quand on a formé le groupe, j'avais pas plus que ça, en fait. Et c'est surtout à ce moment-là que je pense aussi que au départ, c'est pas un truc. Enfin, moi en tout cas, j'avais pas envie d'être tout seul, de faire ça tout seul. C'était une motivation d'avoir les autres parce que déjà c'était le premier public. C'est-à-dire que quand t'arrivais à la répète avec ton groupe, t'avais écrit un peu tes trucs, chacun écrivait un peu de son côté, tu vois. Puis quand on se retrouvait, tiens, regarde, j'écoute mon nouveau lyrics, mon nouveau truc et tout, tu vois. Donc il y avait cette stimulation et puis le plaisir d'être ensemble, tu vois, de partager un moment à plusieurs. Après, c'est vrai que moi j'étais hyper motivé et quand les autres l'étaient pas, j'y allais tout seul. Mais Justement, c'est quoi la différence entre créer en groupe
et créer tout seul. C'est quoi le défi? Bah en fait, notre groupe il était un peu particulier, c'est qu'on était tous des chanteurs, on n'avait pas de musiciens. C'était, tu vois, on chantait sur des phases B de 45 tours jamaïcains. Et en fait, on faisait des combinaisons, c'est-à-dire, tu vois, où chacun participe au morceau de l'autre, mais c'était de façon un peu improvisée. On n'écrivait pas forcément ensemble, c'est juste que les thématiques, elles se retrouvaient à des moments, et comme ça se faisait un peu dans les sons, dans la culture reggae ou ragamuffin, hop, tu prends le mic et t'interviens pendant que l'autre il chante, parce que ton texte, il correspond à ce que l'autre il est en train de faire. Donc on construisait des combinaisons un petit peu comme ça, mais on était un groupe de DJ. DJ dans le ragamuffin, c'est les mecs qui toastent, tu vois. On était un groupe de toasters, mais on n'était pas un groupe comme le Sion Super Crew où on écrit des chansons ensemble et tout est millimétré. Non, nous c'était pas comme ça. On savait que tiens, toi t'as ce lyrics là sur la justice, moi j'ai celui-là sur les droits de je sais pas quoi, tu vois. Ah, vas-y, ça marche bien ensemble. Quand on va ensemble, on va se le faire ensemble, mais c'était un peu improvisé. On le répétait un petit peu avant, mais donc notre idée du groupe, nous, c'était d'être ensemble. C'était pas forcément d'écrire ensemble ou tu vois ce que je veux dire. C'était pas un groupe dans ce sens-là. Donc dans la forme, chacun, ça formait un puzzle, mais chacun pouvait faire son puzzle indépendant. C'est pas dans les groupes où quelqu'un apporte la voix, l'autre apporte le texte. Exactement. Tout le monde pouvait être un produit fini à lui tout seul. Tout à fait, et chacun était auteur, interprète et compositeur de ses mélodies, de ses mots, de ses chansons. Tu disais tout à l'heure que ta mère avait une platine et qu'elle t'avait beaucoup transmis ce côté-là musical. Tu es d'origine franco-marocaine, ton père est marocain. Est-ce que déjà tu as baigné vraiment dans la musique très jeune et est-ce que ça a pu faciliter les choses au moment de la création plus tard? Alors, en tout cas, clairement, les disques de ma mère m'ont influencé et m'ont mis la puce à l'oreille, j'allais dire. C'est-à-dire, déjà, j'ai entendu la musique à travers ces disques. J'avais pas de musicien dans ma famille, il n'y avait pas d'instrument de musique chez moi, mais il y avait cette platine avec ces disques qu'elle mettait, et de ce qu'elle me raconte, elle me disait qu'il y avait des disques qui me faisaient danser très petit. Elle, ça l'amusait beaucoup, donc elle en mettait souvent, et c'était un peu un truc qu'on avait entre nous, je crois, un peu de jeu, tu vois. Donc en tout cas, c'est clair qu'il y a j'ai une musicalité qui vient de là. Et clairement, par exemple, un des disques qu'elle avait qui était Kaya de Bob Marley, qui est sorti en 78, l'année de ma naissance. À chaque fois que j'écoute ce disque, je sais que il me parle au-delà de ma conscience. Il y a certaines chansons, je les entends, elles me mettent dans une sensibilité vraiment particulière, tu vois. C'est-à-dire que elles me touchent vraiment profondément. Donc j'imagine que ça vient de là, tu vois. C'est le fait de les avoir entendues il y a longtemps. Et j'imagine d'avoir eu un imaginaire, c'est créé un imaginaire chez moi. Après, je dois dire que ma culture musicale et la façon dont j'ai appris à faire de la musique, ça s'est fait plus tard et ça s'est fait en allant chez le disquaire, justement toujours à une époque où il n'y avait pas internet, et donc pour écouter de la musique, surtout la production jamaïcaine, tu étais obligé de te déplacer puisque les radios n'en jouaient pas, ou alors vraiment Marley, Jimmy Cliff, les plus gros. Voilà, vraiment ceux qui avaient déjà crossé, qui étaient déjà mainstream. Donc moi j'allais tous les mardis écouter les arrivages chez Blue Moon. Il y avait d'ailleurs un Blue Moon rue Quincampoix. Je me demande si ça aurait pu être ici, je suis pas sûr, je me souviens plus du numéro. Et donc en fait voilà, il y avait tous les arrivages qui arrivaient. C'était des 45 tours. Sur un 45 tours, tu avais un côté un chanteur qui chantait sur une instru, de l'autre côté l'instru. Et tu avais 10 chanteurs sur la même instru, donc 10 et t'écoutais tout. Donc j'écoutais tout ce qui se faisait à partir de 96 peut-être. J'écoutais tous les trucs qui sortaient, et c'est là vraiment que en fait j'ai fabriqué ma culture musicale d'un point de vue du reggae et vis-à-vis de la Jamaïque. Alors oui, j'ai écouté évidemment Sai Sai, Raga Sonic, Tonton David, Azrock, plein d'artistes français, Daddy Nutty, qui m'ont aussi permis de penser que c'était faisable en français. Mais voilà, toute cette époque-là, c'est là où j'ai fabriqué ma culture. Pas encore tout à fait mon identité, parce que c'est venu avec le temps. Mais en tout cas, je savais que c'était ça que je voulais faire, et de cette manière-là. Ça a formé les bases. Et
moi je vois que dans tes thèmes, l'homme, dans le sens l'être humain, est Mhm. au centre de tes Mhm. thèmes, les relations, les sentiments, l'humain tout simplement. Moi j'aimerais savoir, euh, lors de ton ascension, lorsque tu as commencé à avoir des fans, des gens qui connaissent tes musiques, qui chantent tes musiques, comment tu as réagi par rapport à ça? Parce que chacun réagit différemment. Il y en a qui ont des excès, qui deviennent fous, carrément. Toi, c'était quoi ta réaction à ça? De te dire j'ai des fans. Ben, moi, ça a été lent. Ça a été très lent. Et je dis encore une fois, c'est pas une nostalgie que je dis ça, c'est que c'était vraiment une autre époque. Et donc, tu commences par quelque chose de très concret qui s'appelle la scène. Hmm. Ça n'existait pas, tu sors, déjà on pouvait pas tourner de clip. Personne n'avait de caméra. C'était l'époque, déjà quand tu avais un magnétoscope et que tu pouvais mettre une cassette VHS dedans, c'était incroyable. Tout le T'es- monde, on allait tous aller chez celui qui avait le magnétoscope. Donc une caméra, enfin un truc qui filmait, ça n'existait pas. Donc tout ça de pouvoir exister visuellement et que avec Internet, par exemple, que ça maintenant que tu as un accès au monde, un mec au fin fond du Pakistan, il peut voir ta vidéo d'un petit Français s'il tombe dessus, tu vois. Là, non, c'était de la proximité. Fallait se retrouver en sonde, fallait chanter devant des gens. Donc, déjà, c'est une étape à échelle humaine. Même si tu as un peu de succès en sonde, c'est devant 100 personnes, 150, 200, 300, 500 maximum, tu vois. Donc, quelque part, déjà, là, tu peux pas complètement péter un câble. Enfin, tu peux, parce qu'il y a des gens qui prennent la grosse tête avec rien du tout. Mais c'était bien pour moi, et j'avais fait le film surtout. Et le film m'avait fait prendre conscience que, si tu veux, moi, j'avais pas demandé de faire du cinéma, j'avais jamais fait de cours de théâtre, j'avais aucune démarche vis-à-vis de ce truc-là. Et tout d'un coup, l'affiche du film, c'était ma tête de profil, et il y en avait partout sur les abribus dans Paris. J'avais 13, 14 ans, tu vois. Et moi, à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, tout ça, c'était aussi très fabriqué. Que il y avait une machine mercantile, médiatique, qui faisait que tu étais exposé d'une manière et que les gens allaient te voir de telle ou telle manière, mais que en fait, ça te dépasse complètement. C'est pas parce que tu es extraordinaire forcément. Et moi, je voyais Tom Cruise sur l'affiche à côté de moi, et je me suis jamais dit, ah bah je suis au niveau de Tom Cruise. Je me suis juste dit en fait, ah mais en fait Tom Cruise c'est quelqu'un comme tout le monde en fait. C'est juste des gens avec des parcours qui arrivent à des endroits où il y a des circonstances qui font qu'on les met en avant. Donc, j'avais eu cette expérience-là. Je pense que ça m'a un peu protégé, si tu veux, d'une espèce de. Enfin, faudrait demander aux gens aussi si j'ai pas appris le melon, si j'ai pas cru, si j'ai pas devenu fou à un moment donné. Euh, et donc, ça fait plaisir de savoir que des gens ils t'écoutent, surtout que justement, comme tu dis, moi j'ai mis l'humain au cœur de mon travail, aussi pour revenir un petit peu en arrière. C'est-à-dire que donc ma mère m'a fait écouter des disques, et mon père c'est un révolutionnaire politique marocain, un type qui était une espèce de Che Guevara marocain. Dans les années 70, il était président de l'UNEM, l'Union nationale des étudiants marocains, et donc à la tête de manifestations et de mouvements. En 68, on sait ce que le monde a traversé, des mouvements d'émancipation, de libération, des gens qui se battaient pour l'égalité des droits, pour la démocratie. Et donc mon père il était à la tête de ces mouvements au Maroc, et il a été enfermé, il a été arrêté par le royaume marocain, ma mère a été renvoyée en France, ma tante, sa petite sœur, est décédée d'une grève de la faim en prison pour dénoncer la détention, les conditions de détention des femmes au Maroc notamment. Et donc j'ai grandi avec cette culture militante. Avec mon père, il m'emmenait à toutes les manifestations, à la fête de l'UMA, dès qu'il pouvait. Et donc, quand j'étais adolescent et que j'ai commencé à faire de la musique, pour moi, c'était ça. C'était continuer le combat de mon père, dénoncer les injustices, parler pour les sans-voix. Et j'ai toujours gardé ça en moi. Il y a juste qu'à un moment donné, je me suis dit, attends, toi, t'es pas au Maroc, on n'est pas dans les années 70. Regarde, là, toi, tu peux chanter ce que tu veux, il n'y a personne qui va te mettre en prison. Donc, te trompe pas, ne crois pas que ne joue pas les rebelles que tu n'es pas. Ça veut pas dire que t'as pas le droit d'être rebelle, de dénoncer des choses, mais D'une autre manière. voilà. Et puis, mets-toi à ta place, sois conscient du monde qui t'entoure, sois pas cliché, tu vois. Et je me suis dit, bah, si je veux. Et mon père m'avait toujours dit, moi, lui, son truc, c'était genre, voilà, je travaille pour mon peuple.
Et je me suis dit, si je veux aussi continuer mon combat, mais à travers moi et ce que je suis et ma réalité, ma vérité, bah, je peux peut-être travailler pour les gens, justement, en étant, tu vois, finalement, et ma réflexion, c'est de me dire, c'est vrai qu'on est, comment dire, à la merci du monde dans lequel on vit, et donc, si on est licencié par un grand groupe qui fait plein d'oseille et que tout à coup c'est moins cher d'aller produire en Chine et donc l'usine en France on la ferme, c'est dégueulasse, mais en même temps on est bouleversé par une histoire d'amour qui s'est mal finie, on s'est fait plaquer par sa meuf qu'on adorait, ou alors nous-mêmes on joue les loustiques, j'en sais rien, enfin tu vois. Donc moi je me suis dit, je vais juste essayer d'être honnête, de dire la vérité, de m'engager de cette manière-là auprès des gens pour pas leur mentir en fait, tout simplement. Et pour être honnête aussi, c'est-à-dire laisser parler mon inspiration. Si demain j'ai un problème avec mon pote et qu'il m'a trahi, je vais le raconter dans une chanson. Je vais pas me mettre dans une posture de rebelle et de ne faire que un message engagé, ce qu'on appelle engagé. Moi, mon engagement, c'est d'être vrai. Peu importe ce que je vais dire en fait. Et d'ailleurs, parfois, je me méfie un peu des artistes qui rentrent dans une case et qu'on dit ah ouais lui c'est un artiste engagé, il chante que des chansons où il dénonce. Mais dans sa vie, il n'est pas traversé par d'autres choses. Dans sa vie, il n'est pas. Et s'il te le raconte pas, pourquoi? Il se formate pour avoir Est-ce que peut-être, voilà, est-ce que, ok, c'est bien beau de mettre ta cape, ton truc, ton costume de ci ou ça, mais voilà, moi j'ai décidé de venir à poil, entre guillemets, quoi. Et c'était ça mon engagement au monde. C'était. Après, on écrit des chansons, on raconte des histoires, parfois elles sont un peu romancées, entre guillemets. De toute façon, la chanson, elle oblige à un cadre, il faut faire des rimes. Je suis pas en train de me raconter exactement ma vie à la virgule près dans les chansons, mais c'était me mettre au service des gens et de me dire à chaque fois que j'écris une chanson, à quoi elle sert, à quoi elle peut servir aux gens. Sa vocation. Ouais. Et de me dire que si je fais que du divertissement, c'est déjà bien, parce que ça permet que les gens ils s'échappent de leur réalité qui parfois, quotidiennement, est peut-être chiante, difficile, mais en même temps, et je vais te raconter une anecdote. Justement, j'avais écrit une chanson qui s'appelle Je ne t'aime plus. J'avais une histoire avec une nana et la séparation avait été difficile et j'avais écrit une chanson qui dit Je ne t'aime plus aujourd'hui. Et en fait, le personnage qui parlait dans la chanson, il disait Je ne t'aime plus pour se convaincre, pour s'aider à guérir, tu vois. Et un pote, il m'avait dit Tu peux pas faire ça, si elle t'entend, elle a gagné, machin et tout ça, tu vois. Et puis un jour, j'étais à Ménilmontant et je vois un grand gars balèze avec une grande cicatrice. Je me souviens, il me faisait peur, tu vois. Et il me regardait, je dis, bah, il est pour moi. Et il vient vers moi et il me dit, ouais, c'est toi, je ne t'aime plus. Et je lui dis, ouais, il me fait, ah, moi non plus, je l'aime plus. Et donc là, tu vois, je m'étais dit, voilà, c'est-à-dire, c'est ça, c'est pour ça que ça sert les gens, tu vois. Que certaines personnes peuvent se reconnaître. Se reconnaissent dedans, et quand ils vont pas bien, ils vont trouver de la force, ils vont trouver une correspondance avec leur propre vie, et ils vont trouver de l'énergie, de la réflexion, du voyage, du rêve, de l'imaginaire, j'en sais rien, mais c'est pas vide, c'est pas c'est pas vacant, c'est pas plat. Voilà, c'est pas, j'allais dire un truc parce que ça va peut-être parler aux gens, c'est pas Zumba Café. J'ai rien contre ce truc-là, tu vois, mais ce que je veux dire, moi j'ai du mal à écrire ce genre de choses. Je dis pas que, heureusement, ce qui est bien, c'est que la musique c'est un espace de liberté, chacun peut y faire ce qu'il veut. Et il y a des moments où Zumba Café, ça me va très bien et je pourrais danser dessus, tu vois. Mais moi, c'est pas c'est pas la façon dont j'envisage la musique. Quand j'écris des chansons, j'ai cette question, à quoi elle va servir ta chanson? Si elle sert à rien, vas-y, fais-en une autre, c'est pas grave. Et tu penses ne pas avoir des fois fait comme Sosomanes, qui est un très bon artiste, qui est très bien, mais qui peut faire des couplets un peu plus dansants à base de Zumba Café. Complètement. Mais franchement, c'est-à-dire que aussi après, quand j'écris la chanson, je suis pas là en train de souligner après chaque phrase, tu peux t'en servir, regarde, nan. J'essaie d'écrire simplement, j'essaie que ce soit accessible. Mon but, c'est pas que les gens ils se disent, il essaie de nous aider, il est sympa. Je veux pas que ça se voit. Je veux juste que ça serve. C'est subtil. J'essaye d'être subtil. Après, je dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais c'est mon objectif. Et franchement, à part une chanson qui s'appelle Tu me donnes chaud, où là, effectivement, je raconte, je dis qu'elle est belle et puis qu'elle me donne chaud. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. J'avoue, celle-là, mais
dans mon répertoire, c'est le seul souvenir que j'ai où je me suis pas posé cette question. Pourquoi tu écris cette chanson? À quoi elle va servir? Après, il y a des chansons comme Une seule vie qui ont l'air très légères. La chanson, c'est On n'a qu'une seule vie. Baby, tu me donnes trop chaud. Allez, viens te glisser dans mon lit. Il s'agit pas de se marier, mais de kiffer ensemble le temps d'une nuit. Dehors, il fait froid et j'entends même le bruit de la pluie. Allez, viens te mettre à l'abri. C'est vrai que ça. Après, les couplets ça développe un peu plus, mais c'est vrai que ça a l'air très simple. Mais en fait, c'est une chanson aussi sur la sexualité, la liberté dans la sexualité, l'honnêteté quand tu dragues quelqu'un, et notamment masculine, de pouvoir dire à une femme, j'ai envie de toi, là je te propose pas plus que ça parce que j'ai rien d'autre à t'offrir, mais c'est pas, je vais pas non plus te raconter qu'on va te raconter une histoire de fou, alors qu'en juste mon but c'est qu'on nique ensemble. Donc au-delà de la chanson qui a l'air d'être simple, dansante, machin, en fait derrière il y a quelque chose. Et c'est ce que j'essaie toujours de faire la plupart du temps. Après voilà, je dis des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, c'est aux gens de juger, c'est aux gens de le dire ça. Tout à l'heure, tu disais avoir choisi le reggae pour plusieurs raisons, notamment la musicalité, mais aussi parce que beaucoup faisaient du rap. Il y a aussi cette notion de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, qui est une des vocations du reggae. Est-ce que tu penses que c'est pas ce que t'as pas trouvé dans le rap que tu es parti chercher dans le reggae avec la parole? Ben, pas vraiment, parce que le message au départ dans le rap, le reggae et le rap, ils avaient le même message. Peut-être un peu moins au niveau Non, à l'époque, au rap, je te jure, d'Africa Bambaataa, tout ça, Public Enemy et tout, même au début, NTM, Assassin, IAM, il y avait des messages forts. C'était peut-être pas aussi incarné que Bob Marley, tu vois, comme Che Guevara ou mon père, mais est-ce que la forme t'a plus plu chez le reggae? Moi, c'est ça qui m'a plu, c'est qu'il y avait la mélodie. D'accord. Il y avait une puissance, il y avait un truc, il y avait un rythme. Et à l'époque, il n'y avait pas ça dans le rap. Peut-être que si je commençais aujourd'hui à faire de la musique, je ne sais pas si j'aurais été vers le reggae. Peut-être que le rap m'aurait suffi parce qu'il y a de la mélodie aujourd'hui. Mais il n'y a plus autant de messages. Après, il n'y a pas autant de messages. Donc peut-être effectivement aussi que je me serais dit, je sais pas, c'est une question à laquelle c'est difficile de répondre. 2021, tu sors un projet intitulé Situation, un EP court et cohérent. Est-ce que déjà tu pourrais me parler de la volonté derrière cet EP qui est coloré de la pochette jusqu'aux instrumentales en passant par les thèmes abordés? Alors il y a plusieurs objectifs dans ce projet. Il y a un objectif qui est de m'inscrire dans le temps, c'est-à-dire de faire une musique qui est dans l'air du temps, pas dans le sens de la mode, mais dans le sens des codes, c'est-à-dire entre afro, dancehall, hip-hop, urbain, justement assez dansant, facile d'accès, avec des thématiques pareilles qui peuvent avoir l'air d'être légères, mais qui quand même derrière ça racontent des choses de la vie et posent des questions. Et aussi c'est un projet sur lequel il n'y a que des duos féminins avec des artistes femmes. Et ça c'est ma manière aussi de dire... je te parlais du message du combat de mon père qui était un combat de justice pour la justice. Et aujourd'hui, pour moi, une des plus grandes injustices, c'est le déséquilibre entre les hommes et les femmes. Déséquilibre au niveau des salaires, déséquilibre au niveau du regard qu'on porte sur tel ou tel genre, sur la liberté qu'on a le droit d'exercer ou pas. Quand on est un mec, on a à peu près le droit de tout faire. Mais quand on est une femme, faut faire attention. Il y a des choses, c'est pas très bien pour toi. Je me mets à la place des femmes. Si j'étais une femme, je voudrais être libre comme un mec. Il n'y a pas de raison que je gagne pas aussi bien ma vie en faisant aussi bien mon métier. Il n'y a pas de raison que quand on me regarde dans la rue, je sois une salope parce que j'ai mis une mini-jupe ou parce que j'ai des gros seins. J'ai même pas fait exprès. Qu'est-ce que je peux y faire? Il va falloir que je me cache. C'est quoi le délire? Donc, et je pense que c'est la moitié de l'humanité, et qu'on en soit là, c'est la preuve en fait d'où on en est dans beaucoup de choses ailleurs. Si on n'est pas capable d'être égaux entre hommes et femmes, comment on va être capable d'être égaux entre riches et pauvres, entre puissants et faibles, entre beaux et moches? C'est la première étape. Ça me paraît être logique, je me dis, et donc de pouvoir faire ces morceaux et de pouvoir donner
la parole, la visibilité à ces artistes, qui en plus sont pas des artistes encore très connus, eh ben, j'ai l'impression de faire ma part du travail de ce point de vue-là. Tu disais que tu voulais t'inscrire dans l'air du temps, tant au niveau du format que des sonorités. Mhm. Est-ce qu'au niveau du processus créatif de ce projet, ça a été un petit challenge, un petit défi en plus? Oui, c'est-à-dire que ça n'a pas été une difficulté vraiment en plus, mais oui, c'était un objectif. Je voulais pas avoir, je voulais pas faire de morceaux de reggae par exemple. Je voulais pas avoir une batterie live qui joue tu vois, et qu'on entend et que ça nous ramène dans les années 70 ou 80. Je voulais avoir des beats faits avec des machines. Je voulais que ça sonne moderne, actuel. Je voulais que ça sonne aussi, que ce soit entre guillemets un peu FM, vraiment accessible. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est qu'on puisse le mettre à côté d'un truc qui passe à la radio et se dire, ouais, ça marche quoi. Ça glisse quoi. Euh, donc, je me suis associé avec des gens qui font ce genre de musique. J'ai été les démarcher et finalement, ça n'a pas été compliqué, quoi. C'est très intéressant ce que tu dis là. Cette volonté, parce que moi j'ai regardé une interview de toi pour le média Aloha News il y a 3 ans je crois, Mhm. où tu disais que tu ne voulais pas du tout de faire de concessions et tu donnais un petit côté péjoratif à ceux qui vont formater leur musique. Mhm. Est-ce que tu penses que finalement tu es au milieu des deux, dans le sens où tu vas pas formater ta musique, mais tu vas la rendre plus accessible pour que beaucoup puissent s'y reconnaître, mais surtout que ça puisse un petit peu passer en radio? Est-ce que pendant ta carrière, il y a un petit endroit qui a changé? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Est-ce qu'au début tu disais vraiment je vais faire aucune concession dans ma musique, je vais la laisser telle quelle, que ce soit au niveau de la durée des morceaux, des thèmes, des moindres textes? Ou est-ce que au fur et à mesure de la carrière, tu t'es dit, ok, que ce soit au niveau business et au niveau artistique, c'est vrai que plus de personnes, ça peut toucher un public plus large, et ma musique peut transporter les gens. Bah, disons que c'est clair que j'ai changé. Quand j'avais 15 ans, aujourd'hui j'en ai 43, je suis pas la même personne, heureusement. Quand j'avais 15 ans, je me disais non, il faut, tu vois, il faut être militant, il faut dénoncer les injustices. C'est quoi? Comment ça, tu vas pas écrire une chanson d'amour, machin? Les gens ils s'en foutent. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de libérer les gens, c'est de. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'on pouvait les libérer de plusieurs manières, qu'ils sont grands, ils peuvent se libérer tout seuls aussi. Ils ont pas, c'est pas, ils t'attendent pas, t'es pas le Messie, tu vois. Donc remets-toi, viens humblement aussi, tu vois. Donc là-dessus, j'ai changé. Ensuite, aujourd'hui, j'ai pas fait. C'est pas des compromis. Je considère pas avoir fait des compromis dans ma musique. J'ai juste eu envie de faire autre chose. Et j'ai eu d'autres objectifs formels dans la forme et d'autres objectifs dans la diffusion et dans ma capacité à toucher peut-être plus de monde. Et moi, quand j'écoute la musique d'aujourd'hui, je me dis pas tiens, je vais faire un compromis pour essayer d'y ressembler. C'est juste que j'ai envie de m'inscrire dans le temps. J'ai envie de mesurer à ça, de savoir. Il y a aussi un truc, c'est que il y a aussi un truc, c'est il y a des gens qui peuvent dire ouais, moi je vais pas faire de compromis. Mais déjà, est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu es capable de faire une chanson accessible à tout le monde qui ait l'air d'être ce qu'on appelle entre guillemets un tube? Après le tube, c'est pas en fait le tube c'est pas la chanson en soi, c'est la diffusion qu'elle va avoir. Donc finalement, c'est pas ceux qui fabriquent les chansons qui choisissent de faire un tube ou pas. C'est les diffuseurs, c'est le public, c'est ceux qui écoutent. Donc toi, tu peux te dire, ouais, je fais un tube, mais non. Je veux dire, tu vois, il n'y a pas de compromis dans ce sens-là. Après, si ça te plaît pas, si tu fais quelque chose qui te plaît pas, en te disant, ça va plaire aux gens, moi je trouve que c'est de la merde, mais ça va plaire aux gens. C'est déjà là, mal parti. déjà, c'est mal parti. Et puis là, effectivement, tu te compromets. Tu t'es pas en accord avec toi-même, enfin, d'après moi. Enfin, pas en accord avec soi-même. Tu peux être en accord avec toi en disant je m'en fous, ça me plaît pas, mais mon objectif c'est d'essayer de gagner de l'argent, c'est d'essayer de plaire aux gens. Donc pourquoi pas, mais en tout cas, t'es pas en intégrité avec ton artistiquement, je veux dire en tout cas. Tu crées et t'écris beaucoup en vivant des choses, des expériences, des voyages. Est-ce que avec le contexte sanitaire qu'il y a eu déjà début 2020, ça t'a freiné artistiquement pour produire, ou est-ce que
ça a développé, ça, on dit souvent c'est avec les manques que de nouvelles choses se créent, ça a développé quelque chose d'artistique chez toi, d'écrire peut-être plus par rapport à l'imagination? Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que ça m'a pas manqué de voyager pour écrire et ça m'a donné plus de temps. Hmm. Euh, Quoique. Parce que moi, en fait, ma vie, elle ressemble un peu à un confinement sans les concerts. Euh, et sans les terrasses et pouvoir être complètement libre, évidemment. Mais je veux dire, moi, tous les jours, je vais chez moi, j'allume l'ordi et je travaille. J'ai pas besoin de vivre des trucs incroyables pour avoir de l'inspiration. Euh, j'ai un imaginaire très, comment dire, puissant, j'ai envie de dire, en tout cas qui fonctionne bien. Et, et j'adore écrire des chansons. C'est un exercice, un jeu, une récréation qui me stimule de ouf. Et, et la difficulté pour moi pour écrire une chanson, c'est pas d'être inspiré, c'est de trouver le bon angle. C'est de trouver justement, c'est avec cette inspiration qui vient, c'est comment l'orienter, la canaliser pour lui donner du sens, pour lui donner la direction que tu as choisie, pour trouver le bon angle, la bonne formule, la bonne chanson. Donc, c'est un exercice que je fais quotidiennement. J'ai pas besoin de... De temps en temps, il y a une espèce de magie où tu sais pas, t'es plus performant, t'écris mieux, tout de suite t'as une vision de la chanson, tu sais exactement de quoi il faut qu'elle parle et de quelle manière. Et puis des fois, c'est un peu plus laborieux. Mais j'ai pas besoin de me retrouver au bout du monde, dans un endroit comme ci ou comme ça, ou de vivre ci ou ça pour faire parler mon imagination. On parlait tout à l'heure de la petite teinte de reggae, de musicalité, de couleur que tu as apporté dans des morceaux de rap. Moi, je pense à un morceau qui s'appelle Marche, où il y a des grosses têtes d'affiche de l'époque. Nekfeu, Sneezy, Esprit Noir, qui à l'époque venait d'émerger vraiment. Akhenaton aussi. Toi, tu fais le 8e couplet, si je me trompe pas. Je me souviens plus, mais ça doit être par là. Ouais. Qui est bien coloré, en fait. Au final, tu apportes ta voix dessus. C'était quoi, justement, pas le déclic, mais le moment où tu t'es dit, ok, si on m'invite sur des morceaux de rap, ou est-ce que moi, j'ai envie d'aller sur des morceaux de rap, tu vois, tout ce côté-là, d'aller se mélanger et d'apporter cette teinte. Moi, j'ai toujours fait ça, et comme je t'ai dit, je suis d'une génération, on a vu le rap arriver. Pour moi, le rap, Les cousins. Les rappeurs, ouais, c'est mes cousins, exactement. C'est mes frères en vrai même. On a grandi ensemble. J'ai toujours fait ça. Ils m'ont toujours appelé. Là, quand encore ils m'appellent pour faire ça, je suis pas étonné dans le sens. C'est pas que je suis pas étonné dans le sens. Ouais, il y a du beau monde. Ah, c'est cool que tu. Je sais pas, genre dans le sens. C'est pas la notoriété qui Voilà, exactement. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas étonné qu'un truc de rap m'appelle pour participer à un truc comme ça. Et puis lui, il a une bonne musicalité, ses instruments sont souvent bien foutus et ça m'a parlé direct musicalement. Quand on a posé, enfin les autres, en tout cas, moi j'avais rien entendu des autres. J'avais juste le couplet de Nekfeu, que je crois qui est juste avant moi, dans l'oreille. Et je vais même te dire un truc, c'est que j'étais concentré sur ce que je faisais et dans son couplet, à chaque fois qu'on me renvoyait, tu sais, au début pour que je fasse que je bosse, il y avait ce truc de l'autodafé à Charlie Hebdo là. Et je m'étais jamais rendu compte en fait. Et après il y a eu une polémique dessus et c'est là que je me suis rendu compte finalement de ce qu'il avait dit, tu vois. Donc c'est pour te dire, j'étais juste focus dans mon truc. J'avais vu le film. Pour moi, j'essayais d'être en relation avec le film, ce que ça avait été pour eux la marche, que tu vois les droits justement qu'ils avaient réclamés, le droit de tout à chacun justement à être un homme avec un H majuscule libre et avoir voilà, être dans l'égalité des droits en empathie avec l'humanité. C'est pas parce que t'as pas des papiers français, que t'as pas la bonne couleur, que tu habites pas dans le bon quartier, que t'as pas le bon sexe, la bonne taille, la belle gueule ou le machin, qu'on peut pas être égaux, enfin tu vois, que c'est même tu vois qu'il y aurait une justice dans moi je mérite plus que toi. Je crois pas trop, c'est la méritocratie. Pour moi c'est une espèce d'illusion, un truc qu'on vend, que
monde capitaliste entre guillemets vend pour dire pour créer, tu vois, pour dire non mais lui s'il est millionnaire c'est parce qu'il a beaucoup travaillé, c'est parce qu'il le mérite, c'est parce que une femme de ménage qui se lève à 5 heures du matin pour nettoyer le bureau du millionnaire, elle bosse autant que lui et elle aura jamais l'opportunité de devenir millionnaire et pourtant c'est pas une question de mérite, c'est une question de circonstances, de contexte. Ça veut pas dire que lui, il le mérite pas ou qu'il a pas travaillé pour. Ça veut juste dire que il y a des inégalités sociales qui sont qui existent et qui sont pas du fait des gens qui les subissent. C'est pas traverse la rue, ton job il est de l'autre côté de la rue, fais un effort, lève ton cul. Oui, il y a des gens qui font peut-être pas d'efforts, mais il y a plein de gens qui. Un exemple, quand Uber est arrivé. Ouais, il y avait un truc sur, tu sais, les Arabes, les banlieusards, ouais, tu sais, les gens de la CAF, ils veulent gratter les allocs et tout. Putain, on a vu tous les chauffeurs, c'était des banlieusards rebeux. Donc ils veulent taffer en fait. C'est quoi cette histoire? Ils sont là, ils sont au charbon à 5 heures du matin, à 6 heures du mat, ah, ils viennent, ils te prennent, ils t'emmènent et tout. Donc qu'est-ce que vous racontez? Ils veulent que vendre du shit? Non, faux. Ils veulent que être dans une illégalité, un système parallèle où ils grattent je sais pas quoi? Faux. Donc je sais plus pourquoi j'en suis venu là, mais c'est ce que je voulais dire. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'à l'époque, Nekfeu était très jeune. C'est le couplet juste avant. Est-ce que tu as pu aujourd'hui 3 albums, 3 disques de diamant, tous à plus de 500 000 exemplaires, des tournées à guichet complet, l'artiste n'a plus de réseaux sociaux, la qualité en guise de promo, tout à fait. Est-ce que tu as pu suivre un petit peu ce qu'il a fait d'ici là? Oui, j'ai suivi, j'avoue, un peu de loin dans le sens où j'ai pas écouté tous ces disques et tout, j'ai entendu des morceaux, on m'a fait écouter des fois à la radio, des fois par curiosité, un petit bout par-ci par-là, on m'a dit qu'il avait fait un DVD qui est vachement bien, je l'ai pas vu. Donc oui, j'ai suivi un peu, je dirais comme n'importe qui, mais j'aurais du mal à de ce que j'ai entendu, je trouve qu'il a du talent, je trouve qu'il est bon. Pareil, je dirais que c'est plutôt mérité, mais voilà, il y a un contexte autour qui permet que ça marche. Il y a beaucoup de choses, et pour tout le monde, Quand Bob Marley qui pour moi est l'incarnation du talent, peut-être que s'il n'avait pas été métis, il aurait pas du tout, peut-être qu'il n'avait pas été beau, peut-être qu'il n'aurait pas du tout eu le même parcours. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est juste ça, c'est que moi, par exemple, qui suis là où j'en suis, je suis loin de Nekfeu en termes de réussite sociale ou commerciale, mais je suis un privilégié de ouf, j'ai eu beaucoup de chance, énormément de chance. La chance de pouvoir déjà me dire, tiens, je vais faire de la musique. Et vivre de sa musique. De vivre de ma musique. De la chance d'avoir des parents qui, quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit, vas-y mon grand, crois en toi. Tu vois, ouais, t'as envie de faire ça, bon, fais gaffe un peu, essaie de, tu vois, fais pas le saltimbanque, ou je veux dire, puis même si j'avais fait le saltimbanque, j'aurais eu leur soutien, dans le sens où ils m'auraient jamais laissé tomber. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu de la chance déjà d'avoir eu des parents qui m'ont aimé, qui m'ont donné de la confiance en moi. J'ai eu la chance de pas avoir à me dire ah là j'ai trop faim, il faut que j'aille travailler pour faire un truc. Bah non, je peux faire de la musique parce que j'ai eu de la chance, j'ai rencontré Ayam, enfin tu vois, parce que quand j'ai fait mes trucs, on m'a remarqué, on m'a fait venir sur des projets, j'ai eu un truc de la visibilité, et que justement tout d'un coup j'ai pu me dire tiens, ça peut être mon métier. J'ai eu beaucoup de chance, et je pense que tous les gens qui réussissent ont beaucoup de chance. T'as un morceau préféré dans le projet, Situation? Un morceau préféré, non. J'en ai plusieurs, il y en a que 5, mais je les aime. Franchement, je les aime beaucoup tous pour différentes raisons. Et puis, c'est 5 featuring. C'est des gens avec qui tu partages des trucs. Et j'aime ces artistes pour différentes raisons. Je n'ai pas envie de hiérarchiser le truc. Est-ce que tu as eu des influences particulières dans ta musique? Des artistes qui t'ont influencé? Bien sûr, beaucoup. Comme beaucoup, qui, par exemple? Je te parlais de Marley, Sizzla, Barrington Levy, beaucoup d'artistes jamaïcains, beaucoup, Bounty Killa, Buju Banton, Everton Blender, Anthony B, beaucoup. Et puis pareil dans la soul, pareil dans le rap, pareil dans la chanson française. J'ai énormément. C'est pas possible
de faire de la musique sans en avoir écouté. C'est comme écrire un livre sans avoir lu, c'est pas possible, ça me paraît. Enfin, tu peux le faire, mais c'est la source. C'est la source. C'est d'écouter, de voir. C'est comme un enfant. Si un enfant est dans une famille qui parle pas, il apprendra pas à parler, il saura pas parler. Je pense. Peut-être qu'il apprendra avec le temps, mais je veux dire, ça va être beaucoup plus difficile. Donc oui, j'ai plein d'influences, j'en ai tellement que ce serait difficile de toutes les citer. Justement, je m'en doutais bien pour les influences, mais c'était une pré-mise en situation. J'ai mes 2 questions de mise en situation à la fin du podcast, on arrive bientôt à la fin. Ça marche. Et justement, chez ces influences, il y a des couleurs qui se retranscrivent volontairement, involontairement, beaucoup, pas beaucoup dans ta musique. Maintenant, je vais te demander 2 couleurs, chez qui et c'est quoi. Par exemple, un tel m'a influencé dans ça et ça se retransmet comme ça dans ma musique. Alors, je vais te dire carrément la Jamaïque, et il n'y a pas d'exemple plus parlant que le morceau qui s'appelle Bonweed, qui est une reprise. En fait, les Jamaïcains, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient souvent, quand un hit américain sortait, C'est un remix. ils faisaient un remix, une chanson d'amour comme le One More Time de Phil Collins, par exemple. Busy Signal, il en a fait un One More Spliff. Donc en fait, il fabriquait des chansons sur la weed à partir des chansons des hits américains, et tu vois, c'est marrant pour l'auditeur, tu vois, et voilà, et pour les intégrer dans la culture jamaïcaine. Et ce morceau de Tarrus Riley et Conscience qui s'appelle Good Girl Gone Bad, bah moi j'en ai fait une weed song qui s'appelle Bonweed. Donc à la fois c'est une reprise, et donc c'est la même couleur que l'original, que le truc jamaïcain produit par Russian avec Tarrus Riley et Conscience, et en même temps c'est la même façon de détourner le morceau que les Jamaïcains ont fait. Donc c'est ma plus grande influence. Et dans un deuxième temps, je dirais, qu'est-ce que ça pourrait être T'as tout le temps du monde pour réfléchir. Ouais. Il n'y a pas longtemps, j'ai sorti un morceau qui s'appelle Révolution Part 1, le futur. Et l'autre jour, j'ai remis un disque de Capleton. Et quand j'ai entendu le truc, j'ai fait « Oh non !» Et il y a un bout de la mélodie, j'ai pas fait exprès, et c'est revenu. En fait, c'est pas exactement la même mélodie, mais elle est assez similaire. Et donc c'est pour te dire l'influence inconsciente carrément, et l'imprégnation de cette musique chez moi. Ce serait quoi ta collaboration de rêve? L'artiste peut être décédé d'un autre genre musical, d'un autre style musical. Il y a tellement d'artistes que j'adore, que j'aime. Vraiment en sortir un, ce serait donner une hiérarchie. Une façon aux gens de penser que vraiment ça, c'est ce que je mets au-dessus de tout, qui est pas vrai en fait. Ça pourrait être, je sais pas moi, par exemple dans l'écriture, Brassens. Je trouve que c'est incroyable la façon qu'il a d'écrire. On voit à quel point il aime ça, à quel point il se délecte de la façon d'écrire, tellement de la façon dont c'est tourné. Donc par exemple, j'adorerais être avec lui et écrire une chanson avec lui. Que je la chante, par exemple, tu vois, même s'il n'est pas dedans, parce qu'on n'a pas le même univers, le même style. Mais j'aurais adoré faire ça. J'adorerais faire avec Damian Marley, comme avec Bob Marley, comme avec Stevie Wonder, comme avec Youssoupha, quand il avait sorti son album Noir Désir, j'avais trouvé ça extraordinaire. Et j'ai réussi à faire un feat avec lui. Il y a des artistes qui sont inconnus, des fois je les entends, je suis là et je suis waouh, ça tue, je pourrais travailler avec eux. Le temps d'un morceau, est-ce qu'on pourrait choisir Bob Marley pour la mise en situation? Tu peux choisir? Ouais, bah oui, ce serait entre guillemets l'ultime. Très bien. Mais vraiment pas pour le cliché, vraiment pour sa qualité musicale, cette façon qu'il a de toucher directement au cœur. Il a un truc par exemple, c'est que ces mélodies, elles sont tellement transparentes que même quand tu ne connais pas, tu as l'impression qu'il commence une mélodie et tu t'entends la suite. Il y a une espèce d'évidence, de clarté dans les arrangements, dans la façon dont c'est transmis, dans l'interprétation aussi, dans la conviction qu'il a, dans la sincérité qu'il a quand il chante. Il n'est pas le seul, mais disons pour moi, c'est le boss. Très bien. Je tourne un reportage, je suis dans un studio, quelque part, tu choisis? Où ça?
On va encore se retrouver en Jamaïque, merde. On est en Jamaïque? On Très est en bien. Jamaïque. On est dans un studio en Jamaïque. Je tourne un reportage. Je suis un jeune journaliste. L'invitation, il est à l'heure. Tu choisis ce que tu lui fais manger et un accompagnement. Qu'est-ce que tu l'invites à quoi? Le restaurateur vient au studio. Ah bah là, on va se manger un truc plutôt végétarien, avec du poisson quand même. Un poisson mariné mais grillé ou frit. Banane, plantain, riz, avocat, lentilles, sauce chien, et, et puis un jus, des fruits, des trucs comme ça. Et qu'est-ce que tu m'as dit d'autre? Le petit accompagnement. Le petit accompagnement. Tu sais déjà, tu y attends déjà. Et puisqu'on est en Jamaïque, la kiki de l'époque, la weed la plus musicale que j'ai jamais fumée, la plus collante aussi. Et voilà, comme ça. Mais je pense que s'il est à l'heure, il est arrivé à 7h du matin. Parce qu'on est en Jamaïque, il est arrivé à 7h du matin. Et en fait, peut-être qu'on va manger au départ, là, vers 7h du matin. Et ce que j'ai dit qu'on a là, vraiment un plat. Mais peut-être qu'on va d'abord, si on doit faire de la musique, peut-être lui va fumer, mais moi je vais attendre. Et c'est qu'à la fin de la journée que là, on va fumer ce spliff de Kiki. Hmm. Pour moi. Ok, il est assis là, à côté de toi, et il te dit tu vas driver le morceau. On part sur quoi? Quel instru? Bah, ça dépend de Est-ce qu'il fait le refrain ou est-ce que tu le fais? Il y a des chances que je le fasse. À moins que ce soit vraiment un super mélodiste et que il envoie un truc, je dis ah bah non, c'est ça. En fait, je pense que ce qui va se passer, c'est que on va être là et alors si on est entouré de musiciens, je vais appeler le guitariste et je vais lui dire viens, on trouve une grille. On va chercher ou alors je vais prendre un peu la guitare, on va voir si on a des idées. Une fois qu'on aura trouvé la grille, on va se dire qu'est-ce qu'on fait? On fait un reggae, on fait un morceau de trap, qu'est-ce qu'on fait? Si on est en Jamaïque, il y a quand même des chances qu'on fasse un reggae ou un dancehall. Donc si on fait un reggae et qu'on est en Jamaïque, je pense que je vais appeler un batteur. Si on est en Jamaïque et qu'on est à Tuff Gong, je pense que je vais demander à Clive Hunt de venir réaliser le titre. Donc d'abord on va être avec la guitare comme ça. On va commencer chacun à envoyer des mélodies. On va se dire ah c'est ça la bonne mélodie. Je pense qu'on va construire le morceau comme ça. C'est-à-dire que on va commencer par et on va se dire ah ouais ça c'est cool. Et puis on va dire bah après c'est quoi c'est ah ouais c'est cool ça s'enchaîne comme ça ok. Et tu vois, on va construire comme ça, en fait, ligne par ligne, mélodie par mélodie, jusqu'à arriver au refrain. Et là, on va voir qui a la meilleure mélodie. Et ça va se faire assez naturellement et simplement, quoi, je pense. Très bien. Merci beaucoup pour cette interview, Taïro. On rappelle le P Situation disponible sur toutes les plateformes de streaming. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Si, soyez vous-même. Il n'y a que vous qui puissiez être vous. Mais c'est pas pour ça que dans cette époque de self-love, évidemment, je comprends que il faut apprendre à s'aimer, il faut essayer de s'accepter pour être bien en soi et justement pour pouvoir après s'ouvrir au monde. Mais dans cette monde où j'arrête pas de voir ça, ouais, self-love, selfie, self-truc, self machin, mais vous n'êtes pas tout seul. On vit ensemble et je pense qu'il est temps de commencer aussi à penser aux autres, quoi. Et de penser que en plus les autres c'est des nous, quoi, quelque part. Donc voilà, soyez vous-même sans oublier que les autres sont aussi eux-mêmes. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi.